Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du CFMS intitulé Doctorat en géotechnique. C'est le premier webinaire de ce type. L'objectif est d'offrir aux doctorants dans les domaines proches du CFMS une première opportunité de présenter leurs travaux de recherche à l'ensemble de la communauté. Mais c'est aussi une première opportunité d'échanger avec les membres du CFMS dans un cadre moins formel que celui des journées scientifiques et techniques ou des JNGG. Alors pour ce webinaire, je tiens à remercier particulièrement le CFMS Jeune, qui a été très impliqué dans l'organisation de ce webinaire. Et l'animation du webinaire va ainsi être assurée par un représentant du CFMS Jeune, qui est Alexandre Lopez, à qui je vais maintenant passer la parole. Alexandre va vous rappeler le principe de fonctionnement du webinaire, comment poser des questions, le timing, etc. Bon webinaire à tous. Et donc, bonjour à tous, merci de votre présence. Je voulais tout d'abord remercier deux membres du CFMS Jeune, Jean Desauvages et Carole Pinault, qui ont énormément contribué à l'organisation de cet événement. Alors, donc, ce seront 6 présentations. Donc une présentatrice excusée à la fin qui ne pourra pas être présente. Donc, chaque présentation de 15 minutes, pendant lesquelles vous pouvez poser vos questions sur les chats. Donc, on prendra en compte les questions à la fin, donc 5 minutes de questions-réponses par TESA. Donc, pour le bon déroulement de la séance, merci de laisser vos micros et caméras coupés pendant la séance, et je demanderai au doctorant qui présente d'allumer sa caméra pendant sa présentation. Donc, la première présentation, c'est Kok-Ung Vu, qui a démarré sa thèse en octobre 2019, intitulée « Les effets de la teneur en fine sur le comportement hydrothermique des sols sableux dans le contexte de la congélation artificielle du sol », thèse encadrée par Minh Tang et Jean-Michel Pereira à l'École des Ponts Paris Tech. Bonjour Kok-Ung, bonne présentation à toi. Merci. Maintenant, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit bien ton écran, oui. Ok, je commence. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter ma thèse. Le sujet de thèse, c'est l'effet des fines sur le comportement hydrothermique des sols lors de la congélation. Mes encadrants sont Mr. Minh Tang et Mr. Jean-Michel Pereira. La thèse est réalisée à l'École de Pont, laboratoire Navier. Pour le plan de ma présentation, d'abord je vais commencer par le contexte et l'objectif de ma thèse. Après ça, je vais parler de la partie l'expérimentation et la modélisation, et je vais finir par la conclusion. On peut voir que l'application de la technique de congélation dans la construction de tunnels et de puits, et cette technique nous permet de former une paroi gelée solide et imperméable en transformant l'eau interstitielle en glace. Dans le cadre du projet du Grand Paris Express, on a trouvé des sables de Beauchamp dans le site de construction de la ligne 16. Et on peut voir ici des courbes de granulométrie de sable de Beauchamp. Si on considère des fines sont des arginés, des limons, on peut voir que la teneur fine, ça varie entre de 10% et jusqu'à 35%. Et alors, la question, c'est que quels sont les effets des fines sur la congélation des sols sableux? On a deux questions scientifiques principaux. Le premier, c'est que quels sont les effets des fines sur propriétés hydrauliques, thermiques des sols congelés. Et la deuxième, c'est que comment peut-on modéliser le comportement du terrain autour des zones de sols congelés. Pour répondre à ces deux questions-là, on a besoin de déterminer des paramètres des sols congelés contenant différentes teneurs en fine à basse température et les relations entre ces paramètres. Après ça, on doit optimiser la technique de congélation et développer un modèle numérique pour prédire le comportement du terrain. Pour la stratégie, on va travailler sur 3 échelles. La première échelle, c'est le volume élémentaire représentatif, c'est la zone gelée. Après ça, la deuxième échelle, c'est l'échelle du modèle réduit, c'est autour de tubes
congélateur. Et la dernière échelle, c'est l'échelle GN, l'échelle du terrain. On va baser sur l'approche expérimentale et l'approche numérique. En fait, j'ai déjà réalisé des essais au laboratoire pour étudier le comportement des zones congelées au niveau du matériau. C'est l'échelle volume élémentaire représentatif. Dans le futur, on va travailler sur les deux autres échelles, échelle volume réduit et échelle comportement du terrain. Maintenant, je présente des résultats de tests à l'échelle volume élémentaire représentatif. Le test, il s'appelle le test de gènes et de dégènes. On a travaillé sur le matériau, c'est le mélange de sable avec kaolin. Kaolin, c'est un type de fine et on varie la teneur en fine de 0 jusqu'à 20%. On a 5 niveaux de teneur en fine, alors on a 5 types de matériaux, 0, 5, 10, 15 et 20%. On a comporté ce matériau dans un moule et on a inséré des capteurs pour mesurer la teneur en eau, la succion, la température et la conductivité thermique du sol. Et ce moule-là est posé dans un cryostat. Ça nous permet d'imposer une température fixe autour de ce moule-là. Comme ça, on peut imposer des différentes températures du sol et on aura la relation entre la teneur en eau, la conductivité thermique, la température et la pression d'eau. Et comme ça, on peut voir l'évolution de ces paramètres dans le processus de gène et de dégène. Ici, je présente un résultat typique de le test de gène et de dégène. Ça, c'est le résultat du matériau avec 10% de fine. Au début, on diminue la température vers moins 1 degré. Après ça, on diminue 0,1 degré par niveau. Et chaque niveau, ça prend au moins 4 pour que tous les autres paramètres soient stables. Et dès qu'on voit le phénomène de gène ici, on continue à diminuer 0,2 degrés par niveau pour que la température du sol atteigne moins 3 degrés. Et comme ça, on finit le processus de gène. On commence le processus de dégène. On augmente la température 0,2 degrés jusqu'à le sol soit dégelé. Et comme ça, on aura l'évolution de la cryosuccion, la teneur en eau et la conductivité thermique du sol. Ici, je présente en détail le processus de gène et le processus de dégène. Ici, on voit que quand la température du sol atteint vers moins 1,6 degrés, le sol commence à geler, la température du sol augmente brusquement, proche de 0 degré et ça maintient pendant un certain temps. Après ça, ça diminue progressivement pour atteindre la valeur au début et comme ça, on définit des paramètres caractéristiques. C'est la température de nucléation, grand TSN ici. Le grand TF, c'est la température de gène. Petit TP, c'est la durée de plateau. Petit TF, c'est la durée de gène. Et aussi, quand le son sont gelés, le son contient une faible valeur de la teneur en eau volumique. Et alors, ce paramètre-là, on va appeler c'est θR, c'est teneur en eau volumique résiduelle. Dans le processus de dégène,
en augmentant la température, la teneur volumique augmente aussi et chaque niveau, on attend au moins 4 heures pour que ça soit stable et également. Et on aura la relation entre la teneur volumique et la température aussi. Ici, je présente de l'effet de film sur des paramètres que j'ai déjà définis. On peut voir ici la température de nucléation TSN diminue en fonction de la teneur en eau, en fonction de la teneur fine, alors que la température de gène grand TF, ici, ça maintient constant quand on change la teneur fine. Pour que la teneur non résiduelle θR, ça augmente linéairement en fonction de la teneur fine. Ça peut être causé par l'augmentation de la surface spécifique du sol. Pour que la durée de gène petit f et la durée de plateau petit tp, on voit que au-delà du pourcentage de fine, ces deux paramètres-là ne sont pas influencés par la teneur fine. Ces deux paramètres sont influencés par plus des faibles teneurs fines. On a aussi des courbes de gène et de dégène. Ça, c'est la relation entre la durée de saturation et la température. On voit ici avec 5 niveaux de la teneur fine de 0 jusqu'à 20, la durée de saturation résiduelle de zone congelée augmente en fonction de la teneur fine. Et aussi, on voit que le hystérésis a lieu dans plus large de gamme de la température. Ici, on voit la relation entre la conductivité thermique et la teneur volumique du sol. On voit une grande différence entre la conductivité thermique de zone congelée et de zone non gelée. Et aussi, on voit l'effet de fine sur la conductivité thermique de zone congelée. Ici, c'est pour que ici, on voit l'évolution de la teneur fine de 0 jusqu'à 20. Et on voit également le modèle de Johansson. Ça n'arrive pas à prédire exactement la conductivité thermique de zone congelée. Pour que le travail à l'échelle modèle réduit, on est en train de construire des essais en laboratoire pour étudier la conductivité hydraulique des zones congelées, et on va travailler sur 5 niveaux de la teneur fine comme avant. Et en basant sur ces résultats de ce test-là, on va vérifier la performance du code de calcul et on va améliorer ce code de calcul-là aussi. Pour la dernière étape, on va travailler sur l'échelle réelle, l'échelle du terrain, et on va utiliser ce code de calcul amélioré pour prédire le comportement hydrothermique du terrain. Maintenant, je présente notre problème dans le travail à l'échelle modèle réduit et à l'échelle du terrain. On est en train de chercher des données des travaux de construction pour concevoir des essais au laboratoire à l'échelle modèle réduit. Après ça, on utilise des données des travaux de construction pour combiner avec le code amélioré pour sortir des résultats numériques aussi. Et les données des travaux de construction, peut-être des données des travaux de projets à Grand Paris Express ou des autres projets à Paris. Et ici, j'ai fait une liste du travaux de construction où ils ont appliqué la technique de congélation
par exemple, on a la ligne 14, la ligne 12, la ligne 16 à Paris ou la ligne C, la ligne 6 en Italie. En fait, je présente ici pour que les auditeurs, si vous avez des documents de conception, on peut se connecter pour échanger. Pour la conclusion, il y a trois conclusions principaux. Le premier, c'est la température de nucléation dépend de la teneur fine. La sable pure commence à geler à moins 0,4 degrés, alors que la sable contenant 20% de fine commence à geler à moins 1,7 degrés. Pour la teneur non résiduelle, la teneur non résiduelle volumétrique du sable pur est de 0,4 degrés, alors que la teneur non résiduelle volumétrique du sable de 20% de fine est de 5%. Et la dernière, c'est la conductivité thermique du sol congelé dépend de la teneur en fine de la température et également la teneur en eau du sol. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Kokung, pour cette présentation très, très intéressante. Donc, nous avons eu quelques questions sur les chats. On verra si on a le temps de voir toutes les questions. Je vais commencer par la première, donc de Luc Torel. Quel type de capteur de température utiliser? Quel type de capteur de température c'est le capteur PT100, c'est PT100, c'est le capteur résistant, c'est RDT, c'est résistant, j'ai oublié le nom de ce capteur-là. Ce capteur-là, c'est écrit PT100. Je appelle ici. PT100, oui. Ok. Sinon, on a une prochaine question de Jean-David Vernès. La compacité initiale des sols est-elle prise en compte dans l'interprétation des résultats expérimentaux, suivi des E, j'imagine indice de vide? La deuxième question, c'est Est-ce que la Jean-David oui. Vernès. Pour la compacité initiale, on suit le procédure de protonormal. Les zones j'ai déjà comporté, ils ont différent la compacité, la densité du coup. Ça prend compte pas, mais on prend par exemple, on mélange entre le sable et l'argile et on comporte pour avoir le maximum de densité pour chaque niveau de la teneur fine. On peut dire qu'on prend compte pas la compacité initiale du sol, mais c'est le maximum la densité pour chaque niveau de la teneur fine, même si ils ont différent de la densité, ils n'ont pas la même densité. Ok, merci pour cette réponse. Donc, il y a une prochaine question encore de Luc Torel. Est-ce que dans les éprouvettes, vous observez la formation de lentilles de glace? On peut pas observer la formation de lentilles. Le problème, c'est que pour les procédures de méthode, on met des échantillons dans un cryostat, du coup, on n'a couvert pas un plateau, du coup, on peut pas voir, mais on essaye
En fait, on ne peut pas voir la formation de lentilles. Ok. Donc, une question des Jean des Sauvages. Quels sont les critères pour comparer les modèles numériques et les essais en modèle réduit? Critères pour comparer le modèle numérique et les essais en modèle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment vous évaluez si votre modélisation numérique elle est représentative de ce qui se passe en fait lors d'un essai? En fait, les essais en modèle réduit, on va essayer de modéliser l'essai qu'on va faire au laboratoire, et on va avoir l'évolution des températures à chaque point dans notre essai, et comme ça on peut comparer avec des résultats de la température d'un modèle numérique, et comme ça on peut évaluer la performance du modèle numérique. Ok, je propose qu'on prenne une dernière question. Je prends celle d'Alain Lekoubi. Comment justifiez-vous les choix de l'argile? Elle est typique de ce que l'on trouve sur chantier. Est-ce que le type d'argile doit être important? Juste le choix d'argile. L'argile on utilise, c'est le kaolin, c'est Specialized qui vient de chinois, vient de la Chine, et c'est un type de l'argile référence, et l'idée c'est juste pour évaluer l'effet des fines, et on peut pas dire c'est typique, c'est pas parce qu'on a vu que la teneur fine des sables de Beauchamp dans le cadre du projet du Grand Paris, ça va être de 10 à 35%, et qu'on ne connaît pas aussi des types d'argile dans le site de construction. Du coup, c'est juste un travail d'évaluer l'effet de teneur fine. On n'évalue pas des caractéristiques d'argile on utilise. Ok. Moi, je propose qu'on s'arrête là pour la question. Merci beaucoup, Korkung, pour cette présentation très intéressante. On avait beaucoup de questions. Et je propose... Oui. Je vais essayer de répondre le reste de la question de monsieur Le Koubi sur le chat, et comme ça vous pouvez passer à la prochaine la présentation. Pas de souci. Bon, merci encore une fois. Merci beaucoup. Qu'on passe à la prochaine. Donc, la prochaine présentation, c'est Nadine Ali Hassan, qui a démarré sa thèse en octobre 2018, intitulée « Études expérimentales et numériques de l'effet de l'écrêtage sur les comportements mécaniques des sols grossiers ». Thèse encadrée par Didier Marot, Ngoc Son Nguyen, Fateh Bandaman à l'Université de Nantes, IUT de Saint-Nazaire. Donc, Nadine, je propose que tu partages donc ton écran. Bonjour tout le monde, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. D'accord, donc je suis Nadine Ali Hassan et je vais vous présenter mon sujet de thèse intitulé « Effet de l'écrêtage sur le comportement mécanique des sols grossiers ». Donc cette thèse est dans le cadre d'un projet avec des partenaires industriels qui sont EDF et Verbund. Le plan de ma présentation sera en première partie introduction et contexte général, puis principe des méthodes développées, études expérimentales, puis une synthèse de la comparaison entre l'étude expérimentale et numérique, pour terminer par les conclusions et perspectives.
Donc, d'abord, c'est quoi un sol grossier? Les sols grossiers sont fréquemment utilisés pour la construction des digues, barrages, remblais et murs de soutènement. Suivant la littérature, il n'y a pas une définition précise pour ces sols, mais ils ont des caractéristiques communes, comme une distribution granulométrique très étalée et des particules grossières qui peuvent être distinguées des particules fines. Donc, à gauche, on a un exemple de sol grossier naturel et à droite, une distribution granulométrique d'un sol d'une digue gérée par EDF, qui est la courbe orange, et puis le sol écrété correspondant à la courbe violet. On peut voir que pour le sol original, le diamètre des particules peut aller jusqu'à 100 mm. On définit petit d le diamètre des particules et phi le diamètre de l'appareil triaxial. Selon les normes, il est largement admis qu'il faut respecter un rapport entre le diamètre du dispositif et le diamètre des particules qui soit plus grand ou égal à 10, selon la norme française. Donc, le diamètre des particules doit être inférieur à un diamètre admissible qui est égal phi sur 10. Alors, pour les sols grossiers, il faut retirer toutes les particules surdimensionnées ayant un diamètre supérieur à un diamètre admissible qui empêchent ou perturbent la réalisation des essais suivant les dispositifs de taille classique. Donc, on a recours à ce qu'on appelle l'écrêtage du sol. La première méthode d'écrêtage, c'est l'écrêtage simple qui consiste, comme on peut voir dans la figure, à retirer du sol toutes les particules ayant un diamètre supérieur au diamètre admissible et puis tester le sol reconstitué. Les principales conséquences de cette méthode, c'est un changement dans la distribution granulométrique avec un changement dans les fractions fines et grossières. Selon la littérature, il y a plusieurs auteurs qui ont étudié l'effet de cette méthode sur le comportement mécanique des sols grossiers et ils ont abouti à des conclusions divergentes. Certains ont trouvé que cette méthode mène à une surestimation, une bonne estimation ou une sous-estimation de la résistance mécanique du sol. Et cette divergence des conclusions peut être due à plusieurs paramètres comme la technique utilisée, le diamètre d'écrêtage, le paramètre de compactage utilisé, ainsi que le matériau sous considération. La deuxième méthode, c'est l'écrêtage-remplacement ou ce qu'on appelle la substitution. Elle consiste à remplacer toutes les particules surdimensionnées par une masse équivalente de particules plus petites. Dans ce cas, on change la distribution granulométrique, mais le pourcentage des fines et des grossiers reste le même. Pareil, pour cette méthode-là, plusieurs auteurs ont étudié et ont abouti à des résultats divergents, ce qui est dû au fait qu'il n'y a pas une définition précise sur la méthode de substitution et la différence dans le contrôle de la densité des échantillons. Donc, la question importante, c'est comment on doit réaliser la substitution. Donc, on propose la première méthode, ce qu'on appelle SR1, où le matériau de substitution appartient à toutes les classes granulométriques avec un diamètre compris entre des mines et des admissibles. Alors que pour la deuxième méthode, le matériau substitué appartient à la classe granulométrique la plus grossière, proche de D admissible. L'idée principale, c'est comment on va contrôler l'état de compacité des échantillons écrêtés et substitués pour qu'ils soient équivalents en termes de densité. Donc, on a plusieurs méthodes pour contrôler l'état de densité. La première, c'est l'indice des vides global, qui est connu comme le rapport entre le volume des vides et le volume du solide. La deuxième méthode, c'est la densité relative, qui est le rapport entre l'indice des vides maximal moins l'indice des vides global, divisé par l'indice des vides maximal moins l'indice des vides minimal. Et la troisième méthode, c'est l'indice des vides du sol écrêté E retenu de la fraction retenue. Il est défini comme le rapport entre le volume du vide sur le volume sur le volume solide de la fraction retenue. Je rappelle que la fraction retenue, elle est composée des particules ayant des diamètres inférieurs au diamètre écrêté, alors que la fraction retirée, elle est constituée de particules ayant un diamètre supérieur au diamètre écrêté. D'abord, pour l'étude expérimentale, on a testé des sols de distribution granulométrique lacunaire avec différentes teneurs en fines de 20, 30, 45 et 60%. Et là, à droite, on a un exemple de distribution granulométrique des sols originales, écrêtés et substitués suivant les deux méthodes pour une teneur en fines originale de 30%.
On peut bien voir que pour la méthode d'écrêtage simple, on a la teneur en fine qui augmente, alors qu'on préserve cette teneur en fine avec les deux méthodes de substitution. Les sols testés sont un mélange de sable de Fontainebleau avec des graviers de différents types. On a utilisé 3 dispositifs très axiaux de diamètre allant de 50 jusqu'à 300 mm. La méthode d'écrêtage simple et les deux méthodes de substitution mentionnées précédemment sont appliquées sur le sol original et on a contrôlé l'indice de vide global et l'indice de vide de la fraction retenue. Pour l'étude numérique, on a utilisé la méthode des éléments discrets. On a testé aussi des matériaux de distribution granulométrique lacunaire avec différentes teneurs en fine de 20, 30 et 60%. On a contrôlé les 3 paramètres densité relative, indice de vide global et indice de vide de la fraction retenue. Et pour éliminer l'effet de la forme des particules, on a choisi des particules sphériques. D'abord, pour l'étude expérimentale, on a testé donc un sol original avec une teneur en fine de 60%. Et on a retiré, avec la méthode d'écrêtage, 30% de particules retirées. Et donc là, on peut voir ces courbes-là qui montrent la variation du rapport de contrainte et de la variation volumique en fonction de la déformation axiale. Pour le sol écrêté, avec le contrôle de l'indice de vide global et celui pour l'indice de vide retenu. On peut conclure qu'en contrôlant l'indice de vide retenu, on obtient une sous-estimation de la résistance au cisaillement et ce résultat-là est en accord avec un résultat numérique. Cela peut être expliqué par le fait que la résistance au cisaillement du sol original vient de la contribution de 3 fractions, la fraction retenue, la fraction retirée et l'interface entre ces 2 fractions. Lorsqu'on écrète ce sol, on élimine la contribution de la fraction retirée et de l'interface entre la fraction retenue et retirée, d'où la diminution dans la résistance de sol. Alors que lorsqu'on contrôle l'indice de vide global, on obtient une bonne estimation de la résistance au cisaillement. Pour le reste, on a choisi de contrôler l'indice de vide global. Là, pour la méthode d'écrêtage simple, donc, et les deux méthodes de substitution, là, on a les résultats pour des teneurs en fine de 30% et 60%. Les résultats montrent que pour l'écrêtage simple, on obtient une surestimation dans le cas d'un pourcentage de fine égal à 30% et d'une bonne estimation dans le cas de pourcentage de fine de 60%. Ces résultats peuvent être expliqués par 2 effets qui ont un rôle important là. C'est que d'abord, l'augmentation de la teneur en fine du sol au-delà d'une valeur optimale. Donc, le sol devient plus résistant et plus dilatant. Et le deuxième effet, c'est que dans cet exemple-là, on a les graviers retirés, qui sont des graviers naturels, sont plus résistants que les graviers ou bien de la fraction retenue qui est caractérisée par des graviers de Palvado. Alors que pour la méthode de substitution 1, on obtient une bonne estimation pour les 2 pourcentages de fine, une surestimation pour le pourcentage de fine 30% pour SR2 et une bonne estimation pour FF 60%. Donc là, on a aussi 2 effets qui jouent un rôle important, c'est que la réduction de l'étalement granulométrique de la fraction grossière et la résistance du matériau retiré et remplacé. Pour étudier l'effet de Dmax sur D écrêté, pareil, on a testé un sol avec une teneur en fine originale de 60%. Donc, ce sol original, il a un diamètre maximal de 16 mm qui est testé avec un dispositif de 200 mm. Puis, ce sol-là est substitué suivant la première méthode pour avoir un Dmax de 8 mm. Donc, un rapport Dmax sur D écrêté de 2 est testé avec FI100. Et troisièmement, le sol est de nouveau substitué jusqu'à un diamètre de 4 mm, donc un rapport de Dmax sur D-scalping de 4 est testé avec FI50. Les résultats, comme on peut voir dans la figure, montrent une surestimation de la résistance au cisaillement et cela aussi est en bon accord avec des résultats numériques qui montrent que la réduction de l'étalement granulométrique de la fraction grossière mène à une augmentation dans la résistance du sol. Là, en comparant qualitativement les résultats numériques et expérimentaux, on peut voir qu'on a une bonne convergence dans certains résultats. Par exemple, la méthode d'écrêtage simple contribue
ou bien conduit à une surestimation de la résistance au cisaillement du sol dans les deux études numériques et expérimentales dans le cas d'un pourcentage des fines originales de 30%, alors que pour la méthode de substitution, on obtient une bonne estimation dans le cas d'un pourcentage des fines de 60%. Par contre, on obtient dans les autres cas une divergence dans les résultats. Cette divergence entre les résultats numériques et expérimentaux peut être due au fait que les propriétés des particules, telles que la forme et la rugosité, ne sont pas prises en considération dans l'analyse numérique. Comme conclusion, on peut dire pour la méthode d'écrêtage simple, ces conséquences sont essentiellement dues à l'augmentation de la teneur en fine. Elle sous-estime ou surestime la résistance au cisaillement en fonction du paramètre du contrôle de la compacité et de la teneur en fine initiale par rapport à la valeur optimale. Pour la méthode de substitution, ces conséquences sont essentiellement dues à la réduction de l'étalement granulométrique de la fraction grossière. Elle surestime la résistance au cisaillement si l'indice de vide global est contrôlé pour qu'il soit le même pour le sol original et substitué. Et on a trouvé que la première méthode de substitution donne une meilleure réponse que la deuxième. On a obtenu aussi une convergence et divergence entre les études expérimentales et numériques. Dans les perspectives, on travaille pour prendre en considération les propriétés des particules dans l'étude numérique, étudier l'effet de la forme des matériaux retirés et remplacés sur le comportement mécanique des sols grossiers, ajouter du limon aux matériaux testés dans cette étude dans le but d'étudier l'effet des fines plastiques sur la résistance au cisaillement des sols écrêtés et substitués, et développer une méthode permettant d'extrapoler les caractéristiques mécaniques du sol grossier original à partir de celles du sol écrêté, et bien sûr, à la fin, proposer des recommandations utiles aux ingénieurs. Merci pour votre attention et je suis prête pour les questions. Merci beaucoup, Nadine. Est-ce qu'on a des questions? Il y en a déjà une question d'Adam Lécoubi. En général, on ne considère pas qu'à partir de 30%, ce sont les fines qui pilotent les comportements mécaniques. Avez-vous testé en fine inférieure à 30%? Oui, en fait, on a testé des sols avec 20% de fines et on a trouvé qu'on obtient une sous-estimation de la résistance. Et surtout, en faisant l'étude numérique, on a testé donc des sols, je n'ai pas mis tous les résultats parce qu'on n'a pas du temps, on a testé donc des sols allant de 20 jusqu'à 75% de fines et on a trouvé par une étude micromécanique, c'est au-dessous d'une valeur optimale qui est 30%, la fraction fine ou bien les particules fines ne contribuent pas à la résistance et ne supportent pas la contrainte macroscopique globale du sol, mais elles remplissent juste le vide entre les particules grossières. Mais au-delà de 30%, on peut voir que les particules fines commencent à jouer un rôle important dans le sol, mais je ne pense pas qu'ils pilotent le sol pour 30%. Ok, merci pour cette réponse. On a une question d'Olivier Cuisinier. Comment sont préparées les éprouvettes triaxiales quand il y a beaucoup de fines? Est-ce que c'est par compactage? Oui, en fait, pour tous les éprouvettes, on a utilisé la méthode de compactage manuel. Donc, on prépare le sol et on vise une densité. Et bien sûr, la densité varie par rapport au pourcentage des fines du sol. Et tout est testé par compactage manuel. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions sur les chats. Il y a encore un commentaire d'une réponse de Kokung à une question précédente. S'il y a une question de Jean-David Vernès, est-ce qu'il n'y a pas d'effet lié à la cohésion? En fait, pour les sols utilisés, donc c'est un mélange de sable de Fontainebleau et des graviers. Donc, pour les graviers, bien sûr, il n'y a pas une cohésion. Et pour le sable utilisé, c'est un sable qui est considéré, donc il a une marge entre 0,6 et ou bien un diamètre maximal de 0,6 mm, mais le sable de Fontainebleau, il est testé tout seul et donc il n'a pas une cohésion pour le sable. Donc, le mélange, il n'est pas cohésif. Ok, il y a encore un commentaire d'Alain Lécoubi. Si on a affaire à un échantillon, quelle est la méthode la plus simple?
Vous voulez dire la méthode d'écrêtage ou la méthode de préparation de l'échantillon? Si Alain, vous pouvez éclaircir peut-être la question sur le chat ou même prendre le micro. Oui, bonjour. Non, on peut savoir par rapport à ce que vous avez vu, quelle est la méthode, parce que prendre un autre matériau, c'est un peu plus fastidieux, on va dire. Finalement, est-ce que la méthode de l'écrêtage simple, ça suffit pas? En fait, le fait dans les deux méthodes, il faut toujours utiliser, donc on change la courbe granulométrique. Dans la méthode d'écrêtage simple, on utilise toujours les mêmes matériaux, mais on a trouvé qu'elle sous-estime ou bien surestime la résistance en fonction du paramètre contrôlé, alors que pour la méthode, ce qu'on a trouvé comme résultat, la méthode la plus fiable, disons, c'est la méthode de substitution, la première méthode de substitution, car dans la plupart des cas, elle nous donne une bonne estimation, mais en fait, toujours, il reste des problèmes, c'est que lorsque on va substituer ce sol-là, c'est pas toujours évident de trouver des particules qui veulent remplacer les particules retirées. Et une dernière question, vu que c'est quand même pour des propriétés hydrauliques qu'on s'intéresse aux digues aussi, est-ce qu'au niveau des propriétés hydrauliques, vous avez testé ça? Non, parce qu'en fait, moi, il y a un autre doctorant au sein de notre équipe qui travaille sur la partie hydraulique, mais moi, je me concentre plus sur la partie mécanique. Okay. Je propose qu'on prenne une dernière question. Donc, Christophe Dano. Le lancement des échantillons est-il constant pour les diamètres 50, 100, 200 et 300 mm? Oui, en fait, il est respecté pour tous les échantillons. OK. Bon, merci beaucoup Nadine pour cette présentation très claire, pour la réponse à toutes les questions. Bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine présentation. Donc, Mahatouk Seman, qui a démarré sa thèse en octobre 2019, intitulée « Modélisation en centrifugeuse des modes d'installation des monopieux d'éoliennes offshore ». Donc, thèse encadrée par Mathieu Blanc, Luc Torel, à l'université Gustave Eiffel. Donc, Mahatouk, bonjour, tu veux partager ton écran? Bonjour à tous, vous voyez mon écran, c'est bon? C'est bon. Bonjour à tous, je suis Seman Mahatouk, doctorant en deuxième année de thèse à l'université Gustave Eiffel, campus de Nantes, sous la direction de Mathieu Blanc et Luc Torel. J'ai le plaisir de vous présenter mon sujet de thèse intitulé « Modélisation en centrifugeuse du mode d'installation des monopieux d'éoliennes offshore ». L'énergie marine renouvelable en France et dans le monde entier apporte de nouveaux enjeux. L'un d'eux concerne les éoliennes fixes qui offrent une solution économique lorsque le fond marin est inférieur à 35 mètres. Généralement, les fondations des types monopieux sont à ce jour la solution de fondation privilégiée pour les éoliennes offshore posées. Ces monopieux sont des tubes ouverts en acier de diamètre plurimétrique, souvent installés par la méthode dynamique de battage dans des sables denses. Au cours de l'exploitation de ces éoliennes, les monopieux sont soumis à des chargements horizontaux dus au vent, vagues et courants. Pour le dimensionnement des pieux sous chargement latéral, des normes offshore comme le DMVGL ont été conçues en basant sur les courbes PY obtenues à partir des essais in situ réalisés par Riese et al. 1975 sur des pieux flexibles de rapport des lancements LCD très élevés. Cependant, les diamètres des monopieux est devenu de plus en plus grand face à l'augmentation de la masse des éoliennes et le rapport des lancements a diminué, ce qui a entraîné un comportement plutôt moins flexible. Récemment, dans le cadre du projet PISA, des améliorations significatives des méthodes de dimensionnement ont été réalisées. Des composantes supplémentaires des réactions du sol sont incorporées, autres que les réactions du sol horizontaux, y compris un terme de moment distribué tout au long du monopieux, dû aux contraintes de cisaillement à l'interface sol-structure, et un effort de cisaillement et un moment appliqué à la base du sol. Donc, l'objectif de notre étude est de mieux comprendre le comportement du monopieux en centrifugeuse. Plusieurs recherches ont porté sur la réponse latérale de pieux installés par différentes méthodes, que ce soit par forage, par fonçage ou par battage, soit à 1 G en laboratoire, soit à N fois la gravité en tournant la centrifugeuse.
Cependant, les essais nécessiteraient l'arrêt de la centrifugeuse après l'installation du monopieu afin de mettre le dispositif expérimental pour le chargement latéral. Donc, l'état de contrainte du sol a été perdu après l'installation. Récemment, on a réussi à simuler l'installation et le chargement du monopieu de grand diamètre équivalent en vol sans arrêter la centrifugeuse. Et donc, l'état de contrainte du sol après l'installation est maintenu. L'objectif de notre étude est de mieux comprendre la réponse latérale d'un monopieu battu de 5 mètres de diamètre en prototype dans du sable dense saturé, en réalisant une grande campagne expérimentale en centrifugeuse. En particulier, je vous présente l'impact du mode d'installation par battage et l'effet du rapport d'élancement sur la réponse latérale du monopieu. En plus, les résultats expérimentaux centrifugés à l'échelle prototype sont comparés avec ceux obtenus par la norme des MVGL et par l'approche PISA en réalisant un modèle élément fini 1D. Donc, un dispositif expérimental a été construit au sein de l'Université Gustave Eiffel. L'objectif principal derrière sa construction est de combiner en centrifugeuse à 100 fois la gravité terrestre l'installation d'un monopieu par battage jusqu'à une profondeur maximale de 5 fois le diamètre en utilisant un marteau électromécanique à masse tombante fixé à un vérin hydraulique pour poursuivre la descente du monopieu, suivi du chargement horizontal sans arrêter la centrifugeuse en utilisant un vérin électromécanique. Le monopieu modèle est un tube d'aluminium ouvert de diamètre externe de 50 mm, de profondeur maximale et de charge excentrée de 250 mm. Voici la section transversale et longitudinale du monopieu. Ce monopieu, il est instrumenté premièrement par un capteur de déplacement potentiométrique fixé à l'intérieur du tube pour observer s'il y a création de bouchons. C'est-à-dire, est-ce que le sable pénètre bien à l'intérieur du monopieu qu'à l'extérieur? En second lieu, le monopieu est instrumenté par deux lasers horizontaux situés en face du monopieu dans la direction du chargement pour mesurer le déplacement horizontal lors du chargement. En plus, ce monopieu est instrumenté avec 2 fibres optiques diamétralement opposées, dont sur chacun, 10 fibres optiques à réseau de Bragg ont été fabriquées au lieu des jauges de déformation pour avoir uniquement 2 câbles qui ressortent des rainures du monopieu. Je vous montre ici une vidéo qui résume un essai typique de battage suivi du chargement latéral. Initialement, le massif de sable est soumis à la gravité terrestre. Ensuite, on augmente la gravité, pendant laquelle les 2 câbles de protection des fibres optiques se relâchent. Et puis, une fois atteignent 100 G, on commence l'installation du monopieu par la méthode dynamique de battage en conservant la même hauteur de chute, mais comme observé, le battage est devenu de moins en moins rapide et donc le nombre de coups du batteur augmente avec la profondeur de pénétration. Et une fois le monopieu est pénétré jusqu'à la profondeur souhaitée, on débranche le moteur électrique pour arrêter de le battre. Et après cela, on enlève le système vertical afin de charger le monopieu horizontalement d'une distance égale au diamètre du monopieu en poussant la tige en acier à travers une fourchette qui est reliée à un vérin électrique. Et enfin, on relâche l'effort. Afin d'étudier l'impact du mode d'installation par battage sur la réponse latérale, 2 essais de chargement monotonique ont été réalisés à 100 G, dont le premier est installé par battage à 100 G avec une fréquence de 5 coups par seconde et le second par fonçage à 1 G qui sert juste pour la comparaison. Dans les 2 cas, on n'a pas créé de bouchon. Je vous montre le comportement global du monopieu qui représente au niveau du sol le moment de flexion et l'effort horizontal en fonction de la rotation de l'axe neutre du monopieu et de la déflexion normalisée du monopieu pour les 2 méthodes d'installation. Pour ces 2 essais, on a deux tendances différentes sont observées. Initialement, pour des faibles amplitudes de chargement, la résistance latérale augmente jusqu'à ce que θg égale 0,7 degrés ou YG égale 0,03 D. Ensuite, cette augmentation elle est plutôt moins prononcée.
Par ailleurs, sur ces figures sont tracées la différence de résistance, l'amélioration delta apportée par l'installation par battage qui représente la différence de résistance du monopieu entre les deux essais, normalisée par la résistance latérale de l'essai installé par A1G. Comme observé, l'amélioration due au battage elle est plutôt très prononcée durant la première partie de l'essai. Pour mieux comprendre ces tendances, il faut se concentrer sur la réponse locale du monopieu. Grâce aux fibres optiques, on peut obtenir le moment de flexion dans 10 différentes sections transversales du monopieu. Et en double dérivant le profil de moment, on obtient la réaction latérale du sol. Et en le double intégrant, on obtient le profil du déplacement horizontal du monopieu Y. Et donc, la réponse locale du monopieu est tracée pour les deux différentes méthodes d'installation à différentes profondeurs entre 0,5 et 3D. Comme observé pour des petites amplitudes de déplacement, de chargement, les courbes PY de l'essai battu sont plus rigides que ceux de l'essai installé à 1G. Cette tendance, elle est plutôt moins prononcée avec l'augmentation du chargement. Et on peut remarquer qu'au premier niveau Z égale 0,5D, les réactions du sol atteignent le même plateau entre les deux essais. Alors que dans les couches les plus profonds, ceci était difficile à déterminer car les déplacements générés sont plus suffisants pour atteindre un plateau. L'augmentation de la rigidité initiale peut être expliquée par l'augmentation de la contrainte horizontale générée le long du fût du monopieu pendant l'installation en vol par rapport à celle observée pour un monopieu installé à 1G. Cependant, cette augmentation, cette augmentation de la contrainte radiale, elle est plutôt très localisée dans une zone proche du monopieu. C'est pour cela, pour des grandes amplitudes de chargement, mobilisant le sol plus loin, la différence de réaction du sol entre les deux essais a diminué. La quantification de l'impact de l'installation par battage est basée sur deux différents critères. Le premier, θg égale 0,5 degrés, qui représente l'état limite service d'une éolienne offshore typique, et le second, y égale 0,1 d pour les différentes profondeurs pour les différentes couches de sol, qui représentent l'état limite ultime correspondant à la rupture conventionnelle pour des grandes amplitudes de déplacement. Je vous montre premièrement les raideurs séquentes définies à θg égale 0,5 degrés. Comme observé, comme obtenu, l'installation en vol a amélioré la rigidité séquente d'environ 3 fois par rapport à l'installation à 1G. En plus, je vous montre les résistances latérales mobilisées à Y égale 0,1 D pour les deux essais. Et comme obtenu, pour des grandes amplitudes de déplacement, la capacité latérale est juste multipliée par 1,3 fois. Une comparaison des rigidités séquentes à θg égale 0,5 degrés entre les couches PY sur D expérimentales et celles obtenues à partir des normes est réalisée pour les deux essais. On a obtenu que pour l'essai 1G, les valeurs de rigidité prédites par la norme des MVGL sont 2,6 à 5,8 fois plus élevées que les valeurs expérimentales. Et pour l'essai ID100G, pour l'essai installé à battu, les valeurs de la norme sont 1,2 à 2,8 fois plus élevées. En plus, les résistances latérales expérimentales mobilisées à Y égale 0,1 D sont comparées avec ceux de la norme. Et comme obtenu, les résultats montrent que pour des grandes amplitudes de déplacement, les résultats expérimentaux sont similaires à ceux obtenus par la norme. L'impact du mode de rapport des lancements est étudié sur la réponse latérale est étudié en réalisant trois différentes essais de chargement latéral d'une excentricité identique de 5D sur un monopieu installé par battage à 100G avec jusqu'à 3 différentes profondeurs de 5 fois le diamètre, 4 fois le diamètre et 3 fois le diamètre. En plus, les résultats expérimentaux à l'échelle prototype sont comparés avec l'approche PISA en basant sur un modèle numérique aux éléments finis 1D. L'approche numérique 1D est basée sur un modèle de Winkler généralisé où le monopieu est modélisé comme une poutre de Timoshenko avec une force horizontale Hg et un moment de flexion appliqué au niveau du sol.
Et le sol est modélisé comme une série de ressorts non linéaires en translation et en rotation, avec 4 types de composantes différentes modélisées par des fonctions coniques adimensionnelles. Vous voyez bien l'équation et l'allure de ces fonctions exploitées dans le cadre du projet PISA, où chacune a 4 différents paramètres, dont certains dépendent du profondeur. Les résultats expérimentaux en ligne continue et ceux numériques en ligne pointillée obtenus en utilisant les mêmes caractéristiques du sol et du monopieux prototype de l'expérimentation sont présentés sur ces figures-là pour les différentes profondeurs de 3, 4 et 5 fois le diamètre. Les résultats montrent que pour la même résistance, la rotation θg et la déflexion normalisée diminuent lorsque le rapport des lancements augmente. Cela confirme que le monopieux le plus élancé peut mieux résister au chargement et au moment de renversement. En plus, les courbes, comme obtenu, à partir de la modélisation numérique, les courbes correspondent bien à ceux dérivés des essais de l'expérimentation. Donc, pour conclure, développer un batteur exige du temps et de la validation des concepts à changer. Cependant, ça vaut le coup de modéliser l'installation par battage en centrifugeuse, car cela rigidifie l'interaction sol-structure. Et pour l'état limite service, l'installation en vol a amélioré la rigidité séquente d'environ 3 fois par rapport à l'installation à 1G. Cependant, pour l'état limite ultime, la capacité latérale est multipliée juste de 1,3 fois. En ce qui concerne la comparaison avec la norme des MVGL, les rigidités expérimentales sont toujours inférieures à celles prévues par la norme des MVGL, mais avec l'installation en vol, les résultats expérimentaux sont beaucoup plus proches de la norme. Et finalement, l'approche PISA semble bien capter la réponse latérale d'un monopieux battu. Merci de votre attention et je voulais remercier l'Université Gustave Eiffel, la région Pays de la Loire pour le financement de ma thèse, l'Agence nationale de recherche France Énergie Marine et WIMEC pour l'aide financière des différentes pièces du batteur. Et je suis prêt pour vos questions. Merci beaucoup, Seman, pour cette présentation très intéressante. Donc on va passer aux questions. N'hésite pas à mettre ton caméra si tu veux, on associe les réponses à ton image. Donc, il y a une première question d'Adam Zekoubi. T14, courbe locale, a-t-on les mêmes correspondances? Pardon, je ne peux pas mettre la caméra vu que je partage l'écran. J'arrive pas à mettre la caméra. Ah, ok. Oui, il n'y a pas, Donc, désolé. de souci. Donc voilà, question d'Adam Zekoubi. Sur le T14, courbe locale, a-t-on les mêmes correspondances? Sur la courbe 14, là, quelle est la question? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? T14, j'imagine c'est peut-être diapo 14. Si Alain pouvait peut-être préciser la question. Courbe locale, a-t-on les mêmes correspondances? Donc, nous sommes en train maintenant d'analyser la comparaison entre l'expérimental et la numérique. Donc, j'ai traité premièrement les réponses globales. Je n'ai pas encore entré en détail dans les réponses locales, mais ils ne sont pas exactement pareils que ceux obtenus globalement. Il y a un peu de différence. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'attends encore un petit peu voir si on a une question. Voilà. Est-ce qu'il y a une correspondance SOLCIP plus et PISA? Est-ce qu'il y a une correspondance SOLCIP plus et PISA? J'ai pas compris la question exactement. Est-ce que vous pouvez clarifier, s'il vous plaît? Lien entre les deux projets, je pense que non.
Excusez-moi, je vais juste. En fait, ce que je veux dire, c'est que comme vous parlez beaucoup de PISA, des résultats de PISA, Oui. et que je pense que Luc et Mathieu ont participé aussi à Solci Plus, je veux juste voir en fait comment ça s'est imbriqué dans votre travail en fait. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça. Si, oui, en fait. Pardon, c'était juste ça ma question. Pardon. Oui, en fait, PISA, ils ont donné des courbes de réaction du sol qui sont validées. Ils ont obtenu des courbes de réaction du sol pour modéliser un essai de monopieux. Donc, ils ont obtenu des méthodes de dimensionnement du monopieux. C'est pour cela, nous, l'objectif est de comparer nos essais avec ceux obtenus par la littérature. Et donc, il n'y a que PISA vraiment qu'ils ont obtenu des réactions qu'ils ont élaboré des réactions, des fonctions des réactions du sol. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est clair ou. Alors oui, apparemment ça répond à la question. Ok, bon, si on n'a pas plus de questions, je tiens encore à te remercier pour cette présentation très claire, Seman. Merci à vous. Merci beaucoup. Non. Je propose donc qu'on passe à la prochaine présentation. Donc, Luc Simonan, qui a démarré sa thèse en octobre 2018, intitulée HySand, un modèle constitutif pour les sables sous chargement cyclique formulé en hyperplasticité. Donc, thèse encadrée par Byron Bourne et Guy Oulsby à l'Université d'Oxford. Luc, à toi de jouer. Ça marche. Tout le monde peut voir ma présentation? Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au CFMS Jeunes pour l'organisation de ce webinaire. Je suis actuellement en 3e année sur 4 de thèse à l'Université d'Oxford, sous la supervision des professeurs Bourne et Oulsby. Et ma thèse est financée par une des majors des énergies renouvelables, Ørsted. Aujourd'hui, je vais parler d'éoliennes offshore et du modèle constitutif que je développe pour les sables nommé HySand. Alors, le challenge aujourd'hui est de modéliser le comportement du sol sous chargement cyclique. L'éolienne est exposée entre autres au vent et aux vagues, charge qui est transmise des différentes parties de l'éolienne à sa fondation. Ce chargement est pseudo-cyclique avec des cycles irréguliers, d'amplitude et de valeur moyenne variables. Durant sa durée de vie, l'éolienne va subir des millions de cycles et l'enjeu est de pouvoir prédire l'inclinaison de l'éolienne après tous ces cycles, sa réaction à une tempête en cours de vie, ainsi que l'évolution de ses propriétés dynamiques. Tout ceci afin d'optimiser le dimensionnement de la fondation. Dans ma thèse, comme dans mon exposé, je ne m'intéresse qu'au dimensionnement des monopieux. Il y a finalement une bonne liaison avec la présentation précédente. Alors, plusieurs options sont disponibles pour modéliser la fondation de l'éolienne. De la plus simple, avec un macro-élément où la fondation est modélisée au niveau du fond marin par un ensemble de ressorts, à la plus complète, mais la plus coûteuse en temps et en moyens, avec une modélisation aux éléments finis. En l'occurrence, l'industrie utilise une modélisation en 1D de type Winkler, où la fondation est assimilée à une poutre, et l'interaction latérale avec le sol est modélisée par des ressorts non linéaires répartis sur la longueur de la fondation. Cette technique est héritée de l'industrie pétrolière, comme ça a été expliqué précédemment, et jusqu'à peu, les courbes non linéaires PY, qu'on voit ici à droite, n'avaient pas réellement été révisées pour les fondations d'éoliennes, qui sont moins élancées que leur contrepartie pétrolière. Par ailleurs, le dimensionnement cyclique préconisé dans les codes aujourd'hui est simpliste, avec pour les sables par exemple, simplement une homothétie réduisant la courbe de réaction. Donc, Matouk a déjà parlé du projet PISA, je vais en reparler un tout petit peu. Le projet PISA, c'était une collaboration entre des industriels, l'Université d'Oxford et l'Imperial College, sous l'égide du Carbon Trust, et ça a pris place entre 2014 et 2018. Son objectif était de fournir une meilleure méthode de dimensionnement dans les sables et les argiles pour un chargement monotone. Pour ce faire, des modélisations aux éléments finis avec des modèles de sol adaptés ont été effectués pour prédire des tests à échelle médiane. Sur les photos à droite, les monopieux font de l'ordre de 1 mètre de diamètre. Ces modélisations étaient validées sur la base de ces essais. De ces modélisations 3D ont été extraits les courbes de réaction le long de la fondation dont a parlé Matouk.
Cette nouvelle méthode, donc extraire des courbes pour un modèle type Winkler de modélisation 3D couvrant l'espace des paramètres rencontrés, permet aujourd'hui à l'industrie d'optimiser le dimensionnement des fondations pour le chargement monotone. Maintenant que le dimensionnement au chargement monotone a été optimisé via le projet PISA, le chargement cyclique devient souvent le chargement limitant du dimensionnement, et c'est donc à son tour d'être étudié pour arriver à des prédictions plus justes et plus fiables. Le projet Picasso, un partenariat entre l'université d'Oxford et Ørsted, ambitionne de faire pour le chargement cyclique ce que le projet PISA a fait pour le chargement monotone. Actuellement, les tests à échelle médiane sont réalisés dans les argiles et ceux dans les sables suivront. Le travail s'organise en plusieurs packages, avec globalement la même méthode que PISA. Je participe personnellement au package sur les développements théoriques qui permettront de fournir un modèle constitutif de qualité pour la modélisation aux éléments finis. J'en ai maintenant fini avec le contexte et nous allons pouvoir plonger dans le modèle constitutif pour les sables. Tout d'abord, le cadre théorique que j'utilise est l'hyperplasticité, théorie développée par Guy Holdsby sur la base des travaux de Ziegler. L'hyperplasticité, c'est similaire aux matériaux standards généralisés qu'on connaît en France. Elle prend sa source dans les lois de la thermodynamique, que l'on réexprime sous la forme de deux fonctions scalaires. Une fonction énergétique qui représente l'énergie stockée par le système et la dissipation. De manière très systématique et rigoureuse, on obtient l'ensemble du comportement constitutif par la différenciation de ces deux fonctions. Si vous voulez en savoir plus sur cette théorie, il y a ce livre, écrit par Guy Holdsby et M. Puzrin, et il y a aussi ce site, hyperplasticity.wordpress.com, où il y a à peu près toutes les informations et plus à jour, a priori. Tout le développement de HiSand a été basé sur l'étude de résultats triaxiaux. L'essai triaxial, où un cylindre de sable saturé en eau est confiné sous une pression radiale sigma 3 et une pression axiale sigma 1. Les grandeurs utilisées pour exprimer l'essai que j'utilise dans la suite de la présentation sont d'un côté pour les grandeurs volumétriques P', la pression effective moyenne, et epsilon P, la déformation volumétrique, et de l'autre, les grandeurs dites déviatoriques, avec Q, qui est la différence entre la contrainte axiale et radiale, et epsilon Q, la déformation conjuguée. Maintenant, parlons un peu de sable, qui est une matrice de grains de différentes tailles qui sont en contact. À ces contacts, on va avoir de la friction. On pourrait donc se dire que, puisque les forces mises en jeu sont frictionnelles, on ne va pas avoir de déformation volumétrique, comme lorsqu'on fait glisser un objet le long d'un plan horizontal, il ne va pas y avoir de déplacement vertical. Sauf que, par sa nature granulaire, le sable va subir des déformations volumétriques, qu'elles viennent du broyage, du chevauchement des particules ou du repositionnement de ces particules. Classiquement, pour un test drainé, on va avoir un CH en bleu ici qui se contracte et un sable dense qui se contracte initialement puis se dilate. Cette dilatation est accompagnée d'une augmentation de la capacité qu'on voit ici, avant un adoucissement et une convergence vers un état critique. Alors, comment modélise-t-on cela en hyperplasticité? Le parti pris ici est de partir d'un modèle purement frictionnel, c'est-à-dire qu'à partir d'un ratio Q sur P', on va avoir des déformations plastiques purement déviatoriques. Sauf qu'on l'a vu, nous avons des déformations volumétriques. En hyperplasticité, on peut facilement ajouter des contraintes à la fonction de dissipation. On ajoute tout d'abord une contrainte de déformation volumétrique, ici, sous la forme de cette équation qui fait naître de toute déformation plastique déviatorique, donc notée ici alpha Q dot, une déformation plastique volumétrique dont le signe dépend du signe de bêta ici. Ce qui est intéressant avec l'hyperplasticité, c'est que cette contrainte sur la déformation va influer naturellement, automatiquement, l'augmentation de la capacité que nous observons dans la slide précédente. Ensuite, en rendant bêta fonction de la densité, on obtient un modèle convergent vers un état critique. Par exemple, pour un sable dense, le sable se dilate, ce qui réduit sa densité, ce qui réduit son potentiel de dilatation, ainsi de suite, jusqu'à atteindre un état critique où bêta vaut 0, et où il n'y a donc plus de déformation plastique volumétrique. Ensuite, on ajoute un marqueur scalaire d'anisotropie qu'on note A, et qui est régi par cette équation ici. Initialement, A vaut 0 pour un état isotrope. On a alors, d'après l'équation ici en bas, un bêta négatif, juste ce bêta C ici, ce qui donne de la contraction, puis agrandit, tendant vers 1, et bêta passe d'une valeur négative à positive, puisque ça vaut maintenant bêta D.
dans le cas d'un sable dense en tout cas. Donc tout ceci, c'était assez conceptuel. Une petite illustration pour un test drainé sur sable dense. Tout d'abord, on va avoir A qui vaut 0, donc un bêta négatif, ce qui a pour conséquence que la surface de plasticité dans le plan P'Q, au lieu d'avoir une pente MC ici en pointillé, va avoir une pente inférieure. Initialement, nous allons avoir un chargement élastique jusqu'à atteindre cette surface, puis lorsqu'elle est atteinte, des déformations plastiques déviatoriques se développent, accompagnées d'une contraction plastique. Ensuite, on a A qui croît et qui tend vers 1, donc bêta passe d'une valeur négative à positive, avec un gain de capacité et maintenant de la dilatation. Avec cette dilatation, bêta réduit petit à petit, le sable converge vers un état critique avec un adoucissement ici et une stabilisation du volume ici. Dans le modèle présenté jusqu'ici, les déformations plastiques n'apparaissent qu'à partir d'un seuil de contrainte élevé. En réalité, cependant, le domaine élastique pour les sables est très petit, sinon inexistant, avec des déformations plastiques apparaissant dès le début des chargements. Plusieurs tactiques existent pour modéliser cette plasticité se développant progressivement, par exemple les Bounding Surface Models, comme SunnySand. Ici, nous avons choisi d'utiliser la plasticité multisurface, où plusieurs surfaces de plasticité interne sont mises en place. À chaque surface est associé un module de plasticité qui conditionne son écrouissage cinématique, qu'on peut voir sur la figure de gauche ici, et donc son degré de plasticité. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une courbe qui est de plus en plus plastique. Donc ça, c'est une illustration pour un sable dense. À ce stade de la modélisation, nous arrivons bien à modéliser des essais monotones, sauf que beaucoup de modèles peuvent déjà le faire, et que l'objectif est de modéliser des chargements cycliques. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails pour la suite du modèle, car je n'en ai pas le temps, mais je vais plutôt vous proposer de regarder quelques essais particuliers dans la littérature, qui ont permis d'informer la construction du modèle, au-delà de ces premiers éléments qui en forment la base. Tout d'abord, les tests cycliques non drainés contrôlés en déformation, assez peu souvent représentés dans les papiers exposant des modèles. Ici, nous avons un test réalisé par Wichmann pour un sable semi-dense. Les cycles amènent une baisse progressive de P', de la pression effective moyenne, jusqu'à la liquéfaction de l'échantillon ici. Ce qu'on remarque avec cet essai, c'est que P' décroît de moins en moins vite. Or, si on utilise le modèle décrit auparavant, avec une contraction simplement fonction de la densité, nous n'obtenons pas ceci comme le montre ce GIF. La diminution de P' dans un test non drainé, c'est la traduction finalement d'une contraction en test drainé. On peut donc interpréter cette observation comme une contraction qui diminue plus la pression descend. D'un point de vue micromécanique, c'est plutôt sensé. Moins il y a de pression, moins les grains vont être broyés et la matrice va avoir tendance à se densifier. Pour modéliser ceci, on rend βC, dont j'ai parlé auparavant, la partie contractive de β, dépendante de la pression. Ceci rend les cônes qu'on avait droit avant courbes, qu'on voit ici, et les transforme comme ceci, et ça va transformer la contraction qu'on obtient, et on va obtenir ce résultat qui est beaucoup plus fidèle à ce qu'on observe. Ensuite, avec préchargement, on va aussi avoir des enseignements très intéressants, en commençant par le préchargement isotropique. Ce qu'on voit ici sur ces différentes figures, où on va avoir le ratio de surconsolidation qui augmente, c'est que plus la surconsolidation va être élevée, plus la diminution de P' vers une liquéfaction va être lente. Ce qu'on peut interpréter de ceci est que non seulement la contraction est fonction de la pression, mais elle dépend aussi de la pression de consolidation de l'échantillon, ce qui se traduit dans l'espace P'Q par des cônes qui se ferment de plus en plus loin sur l'axe P'. Ensuite, les tests avec préchargement drainé démontrent l'importance de l'écrouissage cinématique. Sur cette figure, nous avons différents niveaux de préchargement et son influence sur le test non drainé suivant. Par exemple, ici, pour celui-ci, on va avoir une charge jusqu'à 30 kPa, pour celui-ci, une précharge jusqu'à 100 kPa. Sans écrouissage des surfaces de plasticité interne et l'anisotropie, ceci ne serait pas représenté correctement par le modèle. Enfin, le préchargement cyclique a une influence sur le chargement cyclique suivant. Donc ici, en trait plus clair, on va avoir le premier chargement, en trait plus foncé, le deuxième chargement. Dans Hisense, ceci est bien modélisé par le fait que ces cycles, les premiers cycles clairs, repoussent la pression de consolidation,
donc la fermeture des cônes, donc baisse la contraction dont nous avons parlé auparavant. Donc l'ensemble des phénomènes que représente iSound est complexe et a demandé pas mal de travail. Pour autant, sa formulation est restée assez simple, avec toujours seulement 2 équations dont tout le comportement découle via des dérivations simples. Tout d'abord, on a l'énergie, qui contient un terme d'élasticité non linéaire, un autre pour la plasticité multisurface et un pour l'écrûssage cinématique, surface de plasticité interne. Et on va avoir la dissipation avec la friction, une contrainte anisotropique matricielle et une contrainte volumétrique. Donc c'est assez intéressant finalement d'avoir un modèle qui est entièrement défini par juste 2 équations. Maintenant, quelques résultats, avec à gauche les données et à droite les sorties du modèle. Pour des tests drainés sur le sable fin de Karlsruhe à différentes densités, bleu lâche, vert médian et rouge dense, on voit le comportement volumétrique ainsi que la capacité qui sont bien représentés. Donc ici le comportement volumétrique et ici la capacité. Pour les tests monotones non drainés pour différentes densités, on voit le parcours dans l'espace P'(Q) qui est aussi bien représenté, ainsi que la contrainte déviatorique fonction de la déformation déviatorique, ici à droite. Pour ce qui est des tests cycliques non drainés contrôlés en contrainte, une bonne modélisation de la chute progressive de P', donc ici, avec 3 phases. D'abord une phase où on va avoir une chute rapide, puis un ralentissement, puis de nouveau une accélération vers la liquéfaction. Ce qu'on peut noter cependant, c'est que le modèle iSound n'est pas adéquat pour modéliser les cycles papillons caractéristiques de la liquéfaction. Enfin, le test que nous avons déjà vu, cyclique non drainé contrôlé en déformation, avec le ralentissement de la décroissance de P', qui est assez bien représenté. En conclusion, le challenge actuel pour l'éolien offshore, c'est le dimensionnement sous chargement cyclique. Dans les pas de PISA, le projet Picasso propose la même démarche qui démarre de modélisation aux éléments finis. Ces modélisations aux éléments finis en 3D nécessitent des modèles de sol constitutifs adaptés, capables de représenter ce comportement cyclique et qui soient robustes et rigoureux. L'objectif de ma thèse est de développer un tel modèle pour les sables. Ce modèle est développé en hyperplasticité sur la base de l'analyse de nombreux tests, que ce soit ceux de Wichmann, de l'école japonaise ou ceux réalisés à l'ENTPE. Le modèle est actuellement généralisé en 3D avec des surfaces de plasticité de type Matsuoka-Nakai. Et l'objectif pour ma fin de 3e année et 4e année est de l'implémenter dans un code aux éléments finis et de pouvoir reproduire la méthode PISA finalement. Merci pour votre attention. 15 minutes, c'était assez court pour présenter toute la thèse, donc n'hésitez pas à me contacter à cet email si vous avez des questions ou des remarques. Et merci encore au CFMS et au CFMS Jeunes pour cette opportunité. Merci beaucoup, Luc, pour cette présentation très claire. On va donc passer aux questions. Donc, la première de moi-même est complémentaire à la question de Christophe Dano. Donc, comment on caractérise les paramètres du modèle? En fait, quel type d'essais sont nécessaires pour caractériser ces paramètres? Donc, ce que j'utilise, comme je l'ai dit, c'est des tests triaxiaux. Donc, l'ambition première, c'était de se dire, est-ce qu'on va pouvoir calibrer ce modèle juste avec des tests monotones? Donc, c'est possible d'avoir une première calibration avec des tests monotones. Cependant, pour certains paramètres, effectivement, c'est souhaitable d'avoir des tests cycliques en plus, spécialement pour la décroissance de P'. Donc, en fait, la dépendance à la pression de la contraction, c'est assez souhaitable. Donc, ce n'est pas un modèle qu'on va pouvoir utiliser pour des dimensionnements où on va avoir que des chargements monotones. Ce n'est pas très intéressant parce que, effectivement, ça nécessite quelques tests en plus spécifiques. Mais par contre, je pense que pour ce qui est de problèmes géotechniques, on va vraiment avoir des problématiques cycliques. Ça vaudra le coup de faire ces tests triaxiocycliques supplémentaires pour pouvoir avoir un modèle bien calibré qui représente bien les phénomènes cycliques. Mais globalement, c'est que des essais triaxiaux, drainés, non drainés, monotones et cycliques. Quoi. Je ne peux pas donner un chiffre précis du nombre d'essais nécessaires, mais ça ne se chiffre pas en dizaines, ça se chiffre en dessous de la dizaine plutôt. Ok. Donc, deuxième question de Christophe Dano, la forme des surfaces dans des plans octaédrals. Ouais. Matsuoka Nakai, donc j'ai dit.
C'est juste ça la question? C'est juste ça, il n'y avait pas plus de précision. Dans le plan octaédral, c'est plutôt la projection. Donc, ça va être un triangle adouci sur les côtés. Je ne sais pas si ça répond. Ok, bon, sinon, Christophe, vous pouvez préciser votre question après. Je vais passer à la prochaine des gens des sauvages. Est-ce que serait-il possible d'expliquer pourquoi il est nécessaire d'utiliser l'hyperplasticité plutôt que modifier et raffiner les modèles classiques? Alors, il n'est jamais nécessaire d'utiliser une méthode plutôt qu'une autre, effectivement. Mais c'était plutôt le souhait de partir, en fait, d'avoir un modèle clair, précis, développé depuis la base pour ce qu'on veut faire, sans avoir à modifier des théories existantes qui sont souvent déjà modifiées. Enfin, par exemple, si on regarde les modèles Sunny-Sand, qui sont des modèles intéressants, très bien expliqués et qui sont assez élégants finalement, et ben, quand on voit les modélisations, enfin les nouvelles versions de ce genre de modèles qui sortent actuellement, c'est des ajouts qui sont, enfin le genre mémoire, surface mémoire, etc. C'est des ajouts intéressants, mais qui ne sont pas forcément clairs et qui par ailleurs ne sont pas forcément capables de modéliser tous les phénomènes qu'on veut. Donc oui, j'ai préféré partir de la base, et l'hyperplasticité, ça permet vraiment d'avoir un modèle qui est thermodynamiquement admissible déjà, et puis quelque chose de très clair, systématique et de modulable aussi. Donc dans les équations que j'ai présentées, en fait, finalement, tous les termes, on peut les enlever, ajouter, donc c'est très pratique. Ok. Prochaine question de Gustin Baker. Est-ce que tu as testé ton modèle sur les cycliques drainés, sur l'évolution de la déformation volumique? Donc oui, c'est testé. Ça donne quelque chose qui est pas mal, à part sur la décharge. Alors, quand on a des tests cycliques drainés, je ne sais pas exactement pourquoi, mais sur la décharge, en tout cas sur les tests de Wishman, on va avoir une décharge avec une dilatation assez importante, qui pour le coup n'est pas très bien modélisée par le modèle, mais à part ça, globalement, on a vraiment la bonne tendance, qui finalement, la tendance, c'est le suivi d'un test monotone. Donc voilà. Ok. Question de Luc Torel. Combien de paramètres dans le modèle au total, dans le modèle High-Send? Donc là, j'ai présenté globalement SN, mais en fait, c'est encore un modèle qui n'est pas complètement fixé, un peu mouvant. Mais dans les versions que j'utilise actuellement, en 3D, en fait, ça réduit le nombre de paramètres. C'est assez intéressant. On va être entre 10 et 15 paramètres. Donc avec des paramètres qui sont des paramètres de base, avec l'inclinaison de la surface de plasticité pour l'état critique. Donc, qui sont des paramètres faciles à obtenir. Et après, il va y avoir des paramètres qu'on va obtenir de l'expérimentation qui sont un peu plus durs à obtenir, mais enfin, rien de hyper challengeant. Ok, moi je pense qu'on a encore le temps pour quelques questions. Donc, comment vas-tu gérer l'adoucissement dans l'implémentation élément fini, influence du maillage sur les stabilités de réponse adoucissantes? Alors, pour ça, pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les éléments finis, mais éventuellement, j'irai voir Gustin pour lui poser la question. Mais pour l'instant, j'en sais rien. Ok. Question d'Arnaud Lécoubi. Quelle est la procédure qui va être suivie pour passer du modèle des sols à la réponse du pieu, avec l'interface, installation, etc. Normalement, ce qui est fait, ce qui a été fait dans PISA, c'est vraiment, on va modéliser en 3D avec un modèle de sol adapté, donc avec un peu de chance High-Send si je le développe assez rapidement, ou sinon un autre modèle. Et donc, avec cette modélisation 3D, on va regarder à différentes hauteurs de la fondation pour obtenir ces courbes PY et autres courbes de type pour le modèle de type Winkler après coup. Donc c'est vraiment ça, on modélise 3D et on va observer aux différents points de la fondation comment ça se passe. Ok. Question de... Peut-être juste un petit ajout par rapport au fait d'installer par battage. Nous, en tout cas à l'université d'Oxford, pour l'instant, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y ait de test qui ait commencé sur les effets de battage. Il y en a d'autres
ailleurs. Par exemple, il y a un des élèves de Thorsten Wichmann qui travaille dessus, avec une modélisation aux éléments finis avec le battage. Je ne sais pas quel modèle il utilise. Je suppose que c'est de l'hypoplasticité, mais je ne suis pas sûr. OK. Une question de Mathieu Blanc. Faut-il des essais odométriques pour calibrer l'écrouissage isotrope? Oui, c'est mieux. Effectivement, pour ce qui était donc des cônes qui se fermaient, qui sont repoussés finalement par la surconsolidation, c'est beaucoup mieux d'avoir des tests isotropes pour différentes densités. Alors, par exemple, 3 densités, c'est pas mal. On peut avoir un rapport quadratique pour les lambda, pour l'état critique, etc. Et je pense que c'est vraiment le mieux pour calibrer le modèle, oui. OK. On prend une dernière question de Gustan, peut-être juste pour demander une précision. Est-ce que Wichmann a du cyclique drainé? Pas beaucoup, mais je crois qu'il y a 1 ou 2 essais, oui. Mais oui, ou même quelques-uns. Si on va dans son site, tout à la fin des essais, il y a du cyclique drainé. OK. Bon, merci encore une fois pour cette présentation très claire et pour les réponses aux questions.